Ça fait 2 ans que ma mère a reçu le tir dans son appartement. 2 ans de silence dans la justice française, 2 ans de scandale. Dans cette affaire, aucun policier n'a été mis en cause par la justice. On peut appeler ça un Zineb Gate. Il y a un scandale d'État, il y a un mensonge d'État et il y a un crime d'État, très très clairement. Nous sommes aujourd'hui à 2 ans de la mort de Zineb Redouane, à 2 ans de ce crime policier survenu le 1er décembre 2018 à Marseille, journée de mobilisation contre l'habitat indigne et acte 3 des Gilets jaunes. Zineb était chez elle lorsqu'elle a été touchée au visage par une grenade lacrymogène. Elle décédera le lendemain. Sa fille Milfet, qui vit en Algérie, était au téléphone avec elle au moment des faits. Elle a donc vécu en direct ces terribles événements dont elle avait témoigné à l'époque sur Révolution Permanente. Elle était en train de m'appeler, on se rigolait comme d'habitude. À un moment donné, le gaz de lacrymogène a monté jusqu'à l'appartement. Elle m'a dit « Attends, Milfet, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a trop de gaz qui rentre. » Ce qu'elle a raconté après, qu'elle a vu 2 policiers sur le trottoir au-dessus du magasin du CA. Elle a vu très bien qu'il a pointé son arme vers elle. C'est pour ça qu'elle a dit « Il m'a visé ». Elle était sûre qu'il l'a vu d'abord. Le téléphone est tombé de sa main. Elle a poussé plusieurs cris qui résonnent toujours dans mes oreilles jusqu'au jour. En me promenant à Marseille dans les rues de Feuillants, les magasins et les voisins, on m'a dit qu'on a entendu les cris de votre maman, de très loin aussi. Automatiquement, quand tu entends des cris, tu lèves ta tête, tu vois ce qui se passe. Il y a une personne que je remercie du fond du cœur, elle a pu prendre la vidéo 1 minute après le tir sur ma mère. Elle était en train de hurler et de leur dire « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous tirez sur votre grand-mère ?» La grenade, elle était faite pour 1000 mètres carrés. Alors un appartement, un petit appartement, imaginez la quantité de gaz qu'elle a pu inhaler ce jour-là. Malgré sa blessure, elle a éteigné avec ses chaussures toutes les étincelles, le feu qui était dans la chambre. Et alors ce qui saute aux yeux dans cette affaire, c'est la volonté de l'État français de l'étouffer à tout prix. Avant même qu'une enquête soit menée, Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, s'empresse de blanchir les forces de l'ordre. Aujourd'hui, Milfet Redouane et son avocat Yassine Bouzrou portent plainte contre lui devant la Cour de justice de la République pour altération et soustraction de preuves. L'ancien ministre de l'Intérieur, qui heureusement depuis a été viré compte tenu de son misérable travail dans ce ministère, avait affirmé, en mentant très tranquillement d'ailleurs devant les journalistes, en indiquant qu'il n'y avait pas de lien entre la grenade et le décès. Il ne faudrait pas qu'on laisse penser que les forces de l'ordre ont tué Zineb Redouane, parce que c'est faux. Elle est morte d'un choc opératoire. Après, effectivement, sur son balcon, elle ne manifestait pas avoir, semble-t-il, reçu une bombe lacrymogène qui avait été envoyée et qui arrivait sur son balcon. Donc ce ministre, qui limogé depuis heureusement, avait, je pense, exercé une certaine pression, indirecte ou directe, l'enquête permettra de le dire, sur le parquet de Marseille, mais également sur l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, qui, je vous le rappelle, a refusé de saisir le lance-grenade, c'est-à-dire a refusé de saisir l'arme du crime. Les CRS qui sont incriminés, donc la CRS 50 de Saint-Étienne, refusent d'expertiser les armes. Donc ils refusent de donner les 5 cougars qui sont censés... l'un de ces cougars est censé être celui qui a tiré sur Zineb. Nous savons quels étaient les policiers présents avec des lance-grenades. Simplement, la justice refuse d'utiliser les moyens prévus par la loi. Il y a des registres. Quand on prend les armes, quand on tire des grenades, il y a des registres, on en réfère, etc. Quand on sait quelle arme a tiré, on sait quel policier a tiré. Comment peut-on imaginer un CRS refuser de remettre l'arme du crime à la justice s'il n'a pas la protection du ministre de l'Intérieur? Je lui pose la question aujourd'hui, pourquoi interdire au GIGN d'expertiser les armes si la police n'a pas tué Zineb Redouane? C'est la raison pour laquelle une plainte a été déposée. Des investigations, je l'espère, seront réalisées par la Cour de justice de la République. Et comme je vous le dis, selon moi, M. Castaner a une énorme responsabilité dans l'impunité des policiers qui ont tué Mme Redouane,
Responsabilité politique ou judiciaire, l'enquête permettra de le déterminer. Mais les mensonges de Castaner et ce refus d'expertiser l'arme du crime ne sont que la face émergée d'un iceberg de mensonges, de dissimulation de preuves et d'obstruction à l'enquête. C'est ce que nous expliquent dans ces entretiens exclusifs Milfet Redouane, son avocat Yassine Bouzrou et Yann B du collectif Désarmons-les, qui se mobilisent depuis 2 ans pour obtenir justice. Dans un premier temps, Zineb, elle est blessée. Elle se réfugie dans la cage d'escalier où les voisins sont alertés, etc. Il y a un agent de police municipale qui vient, qui met la pression sur Zineb alors qu'elle est blessée pour obtenir les clés de l'appartement et s'introduit dans l'appartement pendant 5 à 10 minutes. On ne sait pas ce qu'il y fait, en tout cas, voilà. Le lendemain, ils n'ont pas trouvé la grenade. Ils ont trouvé les palets dans la poubelle. La grenade a été retrouvée après 4 jours dans le camion des pompiers. Ils ont dit qu'ils ont oublié de la remettre au GPN. Les pompiers disent qu'ils ont nettoyé, enfin qu'il y a eu un espèce de nettoyage, que les choses ont été mises à la poubelle. C'est pas très clair qu'est-ce qui a été fait avec les éléments de la grenade et tout ça. Ça a commencé par des mensonges au niveau du parquet de Marseille, car un membre du parquet était présent pendant les faits et n'a même pas informé le juge d'instruction qu'il était présent et peut-être témoin des faits. Donc on a un comportement vraiment misérable, c'est une honte pour la magistrature d'avoir un magistrat présent au moment où une dame se fait tuer avec une grenade en pleine tête et qui ne donne même pas l'information au magistrat instructeur indépendant chargé de l'enquête. Alors ça c'est totalement honteux, je n'avais jamais vu ça. L'adjoint procureur, M. Ribs, qui était sur le lieu, à quelques secondes ou quelques minutes du tir, il était juste sous la fenêtre de ma mère. Il était sur le lieu pour surveiller, soi-disant, mais il n'a rien dit. Il n'a rien signalé ce jour-là. Il n'a pas été auditionné. On ne sait pas non plus le rôle qu'il a joué a posteriori, puisqu'on sait quand même que dans les premières 48-72 heures, en général, c'est le parquet qui donne la première version, qui est la version qui va devenir la version officielle. Et donc dans les 48 heures, le parquet dit c'est une grenade MP7 et ils envoient chercher cette grenade qui est restée dans le camion des pompiers. Et donc il va apparaître dans le dossier le 3 ou le 4 décembre. Du coup, bon, la grenade, elle est passée de l'appartement au camion de pompiers, elle revient dans le dossier plus tard. Ça peut, c'est pas très clair en fait, le trajet de cette grenade. Est-ce que c'est cette grenade? Est-ce qu'on n'a pas joué? Enfin, ça permet toutes sortes d'affabulations. Ensuite, on a le numéro 1 du parquet de Marseille, M. Tarabeu, pour ne pas le citer, qui a affirmé qu'il n'y avait pas de lien entre la grenade et le décès. Là encore, ce sont des mensonges. Il y avait déjà une autopsie à l'époque qui indiquait clairement que l'opération en urgence faisait suite directement à la grenade qui a atteint Mme Redouane au visage. Donc, dans ces conditions, l'enquête avait très mal démarré. Et ensuite, les magistrats, je pense, à Marseille, n'ont peut-être pas osé contredire un ministre de l'Intérieur, M. Castaner à l'époque, car ce dernier multipliait les mensonges dans les médias pour dire que les policiers étaient innocents et que c'était un accident. Et puis il y a les autopsies. L'autopsie française, elle est extrêmement légère, on n'explique pas l'origine de la première blessure, on n'explique pas vraiment comment cette grenade est arrivée, a fait le trajet entre l'arme et le corps de Zineb, quoi. Ce qui ne permet pas d'expliquer, de comprendre comment elle a pu avoir un hématome sur le torse, quoi. L'autopsie algérienne, du coup, à l'initiative du gouvernement algérien, va apporter un peu plus de précision et va surtout incriminer la grenade, va dire, voilà, c'est une grenade. Donc en 2 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Nous avions demandé à l'époque, j'avais demandé un dépaysement compte tenu des différents dysfonctionnements que j'avais constatés. Heureusement que la justice a accepté ce dépaysement. L'affaire est aujourd'hui à Lyon. Malheureusement, les choses sont toujours très compliquées au tribunal de Lyon, qui manifestement n'ont peut-être pas aussi envie, n'osent pas en tous les cas peut-être contredire ce qu'avait dit à l'époque le ministre de l'Intérieur, à savoir qu'il n'y a jamais eu de mort imputable aux policiers durant le mouvement des Gilets jaunes. Et du coup, il y a toutes ces choses-là qui vont s'accumuler et qui vont montrer qu'il y a une volonté de dissimuler, de ne pas faire la lumière sur cette affaire, qui devrait être l'un des principaux scandales de l'année, puisqu'on a affaire à une vieille dame qui n'est pas dans la rue, qui est à sa fenêtre, et qui est tuée par une arme qui est censée être officiellement une grenade non mortelle, enfin qui lance des grenades lacrymogènes. On est quand même un faisceau de choses, d'éléments qui sont gravissimes, quoi. Lorsqu'une personne donne des informations fantaisistes à la justice, la pratique judiciaire, c'est de mettre en examen. Lorsque des individus racontent n'importe quoi à des enquêteurs, la pratique policière et judiciaire, c'est de placer en garde à vue. Dans ce dossier-là, bien entendu, personne n'a été mis en difficulté et les policiers ont pu très tranquillement non seulement refuser de remettre l'arme du crime, mais également ont pu se permettre de raconter des fantaisies au service de police, en tous les cas à l'IGPN. Sur les à côté de l'affaire, il y a quand même des choses qui sont scandaleuses et qu'il faut soulever aussi. L'appartement, il a été mis sous scellé le 5 décembre. À partir du 5 décembre, plus jamais personne n'est rentré dans les lieux. Et il y a eu des demandes qui sont faites par le propriétaire, par Milfet aussi, pour récupérer l'usage des lieux, accéder aux choses qui sont à l'intérieur. Et en janvier 2020, on s'aperçoit que les scellés ont été brisés. La porte est abîmée, les scellés sont brisés, et personne ne s'en préoccupe.
Alors que normalement, quand on brise des scellés, on n'est pas cible de poursuite pour violation ou modification de la scène de crime. Milfett le signale, personne ne bouge. Et 3 mois plus tard, en plein confinement ou après le confinement, l'appartement est reloué à une vieille dame qui ignore totalement ce qui s'est passé là avant. Et elle a investi un appartement qui a été nettoyé de l'ensemble des affaires personnelles de Zineb Redouane. Et ça, c'est les à côté qui rendent la vie c'est insupportable pour les victimes. Malheureusement, ils ne font pas leur travail. 2 ans. 2 ans pour faire une enquête. C'est vraiment honteux et scandaleux pour moi. C'est un scandale d'État et l'injustice est la pire des choses qui peut arriver à un être humain. Dans ces dossiers-là, de violences policières ayant conduit à la mort ou de meurtres policiers, les témoins sont ignorés. Parmi les témoins, il y a les victimes. Les victimes sont aussi témoins, et notamment quand ils sont au téléphone quand on leur tire dessus. Et qu'elle est décédée le lendemain à l'hôpital, donc elle a eu aussi 24 heures pour dire des choses. Et ça, c'est pas pris en considération. On peut appeler ça un Zinebgate. Il y a un scandale d'État, il y a un mensonge d'État, et il y a un crime d'État, très très clairement. Et j'ose espérer que l'histoire va pouvoir le démontrer, notamment par des éléments d'enquête indépendante. Et justement, face à ce scandale d'État, les proches de Zineb Redouane et leurs soutiens vont décider de prendre les choses en main pour tenter de faire toute la lumière sur cette affaire à travers une enquête indépendante. Ça commence avec la rencontre avec Milfett et Imen, qui sont respectivement la fille et la meilleure amie de Zineb. On s'est dit que c'était très important d'aller sur place, de retrouver des éléments un peu probants pour comprendre vraiment ce qui s'est passé ce soir-là. Et puis très vite, ce qui s'est imposé à notre regard, c'est que selon les éléments qu'on avait, le tir n'avait pas pu être effectué de manière régulière. Quand on va dans la rue, sur la Canebière, qu'on voit la petite rue des Feuillants, où habitait Zineb Redouane au 4e étage, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oh putain, ma mère! Il y a des échauffourées sur la Canebière, il y a même une barricade en feu un peu plus haut dans la rue. Et les CRS montent la rue entre 18h30 et 19h. On a la Canebière et la rue des Feuillants part comme ça. Et les policiers arrivent du bas de la Canebière. Et donc, très clairement, les manifestants qui sont dans la rue des Feuillants ne sont pas visibles. Et du coup, on se dit que la seule chose qui pourrait déterminer un peu ce qui s'est passé, c'est une représentation, une reconstitution des faits et une reconstitution des lieux, notamment. Et puis, il y a les témoignages, les informations qui viennent par bribes, etc. Ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a le secret de l'instruction et il y a un monopole de l'État sur les enquêtes. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'on allait voir si ce n'était pas possible d'enquêter par nous-mêmes. Les éléments les plus importants dans ce dossier, c'est quand même que entre 18h et 19h se déploient des policiers de différentes unités de police. Ils montent la Canebière à la suite des manifestants. Et dès les premières minutes après 18h, il y a déjà des policiers qui interviennent contre les manifestants en projetant du gaz, etc., des grenades lacrymogènes. Et ils sont essentiellement sur le trottoir qui fait face à l'appartement de Zineb, devant un magasin CNA. Et puis il va y avoir cette enquête faite avec Disclose et Forensic Architecture qui va démontrer assez rapidement que le policier qui tire ne pouvait pas tirer sur la foule et donc il a tiré en tir direct puisque c'est un tir montant. Il parle de tir en cloche, mais c'est noyer le poisson. Un tir en cloche, dans la première phase de la cloche, on est un tir tendu. Et donc si on tire en direction d'un obstacle, on va tirer en pleine vitesse en tir tendu dans l'obstacle. Le lance-grenade Cougar, c'est une arme qui n'a pas une puissance élevée, qui tire à 80 joules, mais qui tire des projectiles, les grosses grenades de 56 mm, et qui peuvent tirer, selon le DPR, donc c'est le dispositif de propulsion qu'on met dessus, peuvent tirer à 50, 100 ou 200 mètres. Et là encore, dans l'affaire de Zineb, il s'agit d'un DPR de 100 mètres. Donc quand il utilise un DPR de 100 mètres en face d'un immeuble, le policier sait très bien sur quoi il tire, il voit que le champ de vision est extrêmement restreint et que dans ce champ de vision, il n'y a que des fenêtres d'appartements. Une enquête a été réalisée, une enquête journalistique par Disclose, qui montre, grâce à des images en 3D, qui montre très clairement que le tir réalisé par le CRS était un tir tendu et non pas un tir en cloche. On peut même considérer que le tir est volontaire, compte tenu de la courte distance avec l'immeuble d'habitation. Mais s'il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas atteindre les manifestants, pourquoi ce CRS a-t-il tiré en direction de l'immeuble de Zineb Redouane? Et là, il y a au moins 2 hypothèses. Et alors, ce qu'on se dit, et ce qu'on appelle un tir de façade, c'est que ce tir-là, il avait pour objectif d'effectuer un rebond. Et ça se fait dans les banlieues, il y a souvent des grenades lacrymogènes qui tombent dans des appartements, parce que pour toucher des angles morts, les policiers font des rebonds. Maître Bouzrou, lui, privilégie une 2e hypothèse encore plus accusatrice, qui donnerait raison au témoignage de Zineb elle-même. Il me semble, moi, assez évident, en tous les cas c'est la thèse que je privilégie,
qu'on a atteint Madame Redouane car elle avait son téléphone à la main avec le haut-parleur, ce qui pouvait laisser penser au CRS en bas de chez elle qu'elle filmait les nombreuses violences policières qui ont eu lieu au même moment, car il y avait plusieurs élus marseillais ont notamment dénoncé des charges violentes de CRS sur des poussettes, sur des sinistrés, sur des gilets jaunes également présents à ce moment-là. Et donc, comme par hasard, la seule personne qui se fait atteindre en plein visage par une grenade, c'est Madame Redouane qui a son téléphone à la main à sa fenêtre. Donc ces éléments sont extrêmement importants. Et si on voit aujourd'hui sur l'expertise de SCLOS, ils nous ont accordé la possibilité et l'occasion de prouver qu'on avait raison dès le début, que ma mère avait raison quand elle a dit qu'il m'a visé. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que le tir responsable de la mort de Zineb ne pouvait pas être réglementaire, contrairement aux conclusions du rapport balistique remis en mai dernier. Celui-ci mettait la police hors de cause en affirmant que l'arme a été utilisée selon les préconisations et les procédures d'emploi en vigueur dans la police nationale. Derrière ce tir, il y a donc des responsabilités. Celle du policier auteur du tir, celle de son superviseur, mais aussi celle de tous ceux qui ont participé, de près ou de loin comme nous l'avons montré ici, à faire obstruction à l'enquête et à dissimuler la vérité. Le tir de façade n'est pas réglementaire. De la même manière qu'a priori le tir tendu n'est pas réglementaire. Et même dans les audiences des GIGN, comment ils décrivent le policier, comment il a fait les 2 pas en arrière, comment il a regardé vers la fenêtre. Après le tir de 12 secondes, il a regardé encore vers la fenêtre. C'est-à-dire qu'il était conscient qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il ne peut pas nier ou bien dire « je ne me rappelle pas ». À 2 ans du meurtre de Zineb Redouane, alors que la lutte contre l'impunité policière revient sur le devant de la scène avec le rejet massif de la loi sécurité globale, la mobilisation se poursuit pour exiger justice pour Zineb et toutes les victimes de violences policières. Aujourd'hui, j'aimerais bien que la justice française bouge, que les juges nommés à Lyon bougent. Malgré le silence des dirigeants, le silence complice des médias étatiques, la population française et marseillaise en particulier n'ont jamais oublié ma mère, n'ont jamais oublié ce qui s'est passé un 2 décembre 2018. 2 ans de combat soutenus par tout le monde. Pendant 2 ans, ils crient son nom. Ils la considèrent comme leur mère. Il y a une manifestation ce samedi. Ils vont encore demander justice. Je les remercie du fond du cœur. Je remercie tout le monde pour leur soutien inconditionnel. Zineb, Zineb.